Ah, ça, je ne sais pas, mais normalement, ouais, j'ai deux, trois trucs à vous raconter. Ouais. Tu as deux, trois trucs à nous dire. Euh, alors, tout d'abord, merci tout le monde d'être là. Il y a des gens qui vont s'ajouter au fur et à mesure. C'est en général comme ça que ça marche. Je me disais, Victoria, peut-être tu peux faire une dernière petite relance avec le lien de connexion directement sur notre communauté, sur la communauté, si tu l'as pas fait, pour que d'autres personnes puissent profiter de cette rencontre. Eh bien, merci Fabien d'être parmi nous ce soir dans Merci notre, Camille. je crois que c'est notre 13e, notre 14e masterclass, je ne sais plus. Ça fait un an qu'on fait ça, un rendez-vous mensuel avec des personnes passionnantes sur des sujets extrêmement variés. Et aujourd'hui, on accueille donc Fabien Vallos, qui est à la fois professeur d'histoire de l'art et de philosophie à Arles, à l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles, et également un grand gastronome, très érudit. Il sait plein de choses sur l'histoire de la gastronomie et qui peut raconter de fabuleuses histoires autour des aliments. Alors, je voudrais, si tu as écrit beaucoup de livres, mais j'en citerai un pour ceux que ça intéresse et on pourra vous redonner les références si besoin. C'est l'inventaire de la gastronomie, des gastronomies méditerranéennes. L'inventaire des gastronomies méditerranéennes, car l'alimentation méditerranéenne est ce qui, je crois, te passionne le plus. Et on a vraiment, on s'est dit que tu serais un candidat formidable pour cette masterclass lorsque tu es intervenu à nos côtés dans un atelier qu'on avait fait, un atelier un peu particulier qu'on avait fait durant le festival du Magazine du Monde, où tu allais à la fois orchestrer un banquet complètement fabuleux qui a énormément inspiré notre banquet caritatif de cette année. Et tu étais intervenu en racontant l'histoire du pesto et Ouais, de la mayonnaise. Et on la s'est dit, mayonnaise. Mm. mais il y a des histoires partout et Fabien les connaît. Et donc, comme à l'école comestible, on parle quand même beaucoup et on est un peu obsédé par le végétal, on s'est demandé si tu pouvais nous raconter l'histoire, une histoire autour du végétal. Et c'est ce que tu as gentiment accepté de faire ce soir. Donc, je te passe le micro. Très bien, merci d'être là. Alors, Merci juste Camille. pour rappeler un petit peu les règles de la masterclass, Fabien prendra la parole environ une demi-heure. Je vous demande de fermer vos micros pendant ce temps-là. S'il y a des questions, vous pouvez les mettre dans le chat, mais on ouvrira la discussion avec Fabien pour la fin pour la fin de la session. Voilà. Donc, s'il vous plaît, n'intervenez pas trop, à moins que ce soit irrésistible pendant la présentation de Fabien. Voilà. Ou sauf si je dis une bêtise. OK. On saura probablement pas. À toi. Merci Camille. Je suis absolument ravi d'être là. Et je vais essayer de présenter. Alors, j'en ai discuté avec Camille au début, je ne savais pas exactement quoi faire. Mais on est parti sur cette idée. Alors évidemment, le titre que vous voyez à l'écran, Histoire de la consommation du végétal, c'est un titre qui est ni très drôle, ni très sexy, ni très fun. Mais l'idée, c'était d'essayer de traverser quelques objets de crise qui constituent la consommation du végétal, qui est une consommation complexe, et qui est une consommation complexe parce qu'en fait, elle est liée à un nombre incalculable de problèmes. Elle est liée, à mon sens, à trois grands registres de problèmes, qui est le premier, qui est une problématique de répartition de leurs usages, parce que c'est compliqué, les légumes n'arrivent pas tous au même moment et c'est pas si simple. Et puis surtout, après, il faut arriver à les répartir entre leurs usages gastronomiques et leurs usages médicaux. C'est pas la même chose, c'est pas le même moment, ça touche pas ça touche pas aux mêmes objets et aux mêmes usages. La deuxième chose, c'est la question de leur histoire morale et religieuse. Alors ça paraît étonnant, mais le légume, j'essaierai d'en parler, j'essaierai de dire pourquoi, mais il y a beaucoup de choses qui relèvent de ça, alors sur leur consommation, et ce qui maintiendra quand même par ailleurs une constante dont j'essaierai de parler, qui est la constante de l'apparition ce qu'on appelle du végétarianisme,
c'est-à-dire l'idée de consommer que du végétal et de ne pas consommer d'aliments carnés. Alors, on en reparlera, puis j'essaierai de montrer pourquoi. Et par rapport à ça, et en dernier point, j'essaierai de montrer que ça touche aussi à une histoire philosophique, et ça touchera éventuellement, et surtout même cette question de la consommation du végétal comme consommation, comme étant un processus idéologique qui permet de ne pas toucher à la question pas toucher à la question du carnet, de la consommation carnée. Bon, ça, j'en reparlerai tout à l'heure. J'essaierai de donner 2 exemples autour de ça. Alors, pour rendre tout ça un tout petit peu plus agréable, j'essaierai de vous présenter quelques images pour essayer de vous dire des choses. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, qui est liée en fait a priori à ces trois hypothèses. Donc, la première qui est l'histoire de leur répartition, la deuxième qui est l'histoire morale et enfin, troisième, l'histoire philosophique, c'est que il faut comprendre qu'il y a une valeur quasiment systématique à travers toutes les périodes et à travers tous les moments, qui est quand même l'idée que la consommation du végétal est un problème avant tout de classe. C'est-à-dire qu'il y a une systématique, la consommation du végétal et particulièrement la consommation des légumes et surtout des légumineuses touche à la question de l'alimentation quotidienne, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui appartient à une consommation quotidienne et donc qui est lié à des problèmes de santé aussi, mais c'est surtout qu'elle indique un véritable processus de classe, c'est-à-dire que ce sont les classes les plus basses, les classes des travailleurs et les classes les plus pauvres qui consomment du légume et des légumineuses. Plus vous accédez à une classe sociale élevée, plus vous allez commencer par faire rentrer d'autres choses. Vous allez faire rentrer les céréales propres et les céréales raffinées. Vous allez faire rentrer les poissons et vous allez faire rentrer en cas de faim, ou à la fin, vous allez faire rentrer la viande. Donc, c'est une constante dans l'histoire, c'est que la consommation des légumes et des légumineuses est donc d'abord un problème politique et d'abord un problème de classe. Donc, une fois qu'on a compris cette constante, eh ben, à partir de ça, on va commencer à pouvoir rentrer dans un certain nombre de détails et de voir comment ça marche à certains endroits. J'essaierai de reparler, je vous présenterai une œuvre à un moment qui est assez exemplaire pour ces questions-là. Donc, première chose qu'il fallait quand même que j'indique, c'est la question de la répartition. Donc, je vous ai préparé ça. J'imagine que c'est totalement illisible de là où vous êtes. Mais bon, je pense que sur vos écrans, vous pouvez grandir, vous pouvez écarter l'image, vous pouvez grandir. C'est un tableau, il est dans mon livre. C'est un tableau où j'ai fait en fait un classement des légumes, ce qu'on appelle très vulgairement et très grossièrement les légumes, en posant leur nom botanique et surtout en mettant leur origine, c'est-à-dire le point où on estime que les légumes, enfin, leur point d'origine d'un point de vue botanique et l'apparition dans la consommation en Europe. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en tout cas dans l'Antiquité, la consommation des légumes est presque exclusivement une consommation de ce qu'on appelle des légumes racines, d'où la grande confusion qu'on a, nous, modernes, c'est que nous, la catégorie des légumes, en fait, c'est une catégorie fourre-tout où vous mettez à la fois des trucs qui sont des racines et on met à la fois des trucs qu'on appelle des fruits. C'est-à-dire que vous mettez les tomates dans un légume comme vous mettez les concombres. En fait, la raison, elle est très simple, c'est qu'en fait, la quasi-totalité de la consommation des légumes qui appartiennent à ce qu'on appelle la catégorie des fruits, en fait, elle est arrivée beaucoup plus tard. Elle n'appartient pas à la consommation antique. La consommation antique n'a pas ça. Et la consommation antique n'est quasiment exclusivement qu'une consommation de quelques légumes à gousses et à graines, et sinon, c'est des légumes racines. Et pour ça, en fait, c'est assez simple. À partir de ça, ça va se répartir en 5 grands moments dans l'histoire. Il y a un premier moment qui est donc 5 grands moments en ne prenant pas en compte l'Antiquité. Donc l'Antiquité, c'est ces légumes racines. Et puis il y a un moment où d'autres choses vont arriver. Ce premier moment, c'est le premier Moyen-Âge. Donc le premier Moyen-Âge qui commence à peu près pour cette période gastronomique du 8e siècle et aux siècles qui vont suivre, où vous allez voir arriver par l'importance de la dynastie des Omeyyades en Espagne, l'arrivée de 3 légumes qui vont considérablement bouleverser la gastronomie européenne, qui est donc l'aubergine, le concombre et l'épinard. Avant, ça n'existe pas. Ça n'existe pas et c'est des choses qu'on ne consomme pas. Et on consomme essentiellement ces légumes dans un registre de classe sociale assez élevé, particulièrement le concombre. Alors, le concombre est un légume assez drôle pour ça, parce que le concombre est un légume qui n'a pas d'apport
calorifique et n'a quasiment pas d'apport pour le corps. Donc, c'est un légume qui, enfin, en gros, ça ne sert pas à grand-chose de manger du concombre. Et c'était un légume qui était extrêmement chic et qui était consommé dans toutes les cours omeyyades dans le sud de l'Espagne, parce que c'était un truc qui était rafraîchissant, mais qui n'était pas un légume qu'on consommait, évidemment, pour des apports pour le corps et pour le travail. Donc, c'était très chic de consommer des légumes qui ne sont pas des légumes vitaux pour les apports caloriques. Bon, il y en a d'autres qui vont arriver, etc. Mais en tout cas, ces légumes arrivent. Et puis, on a aussi au Moyen-Âge l'arrivée de l'artichaut qui va doucement arriver. Alors, on le consommait en Afrique du Nord à l'Antiquité, mais il va arriver sous une manière un peu différente, etc. Ça, c'est le premier rapport au Moyen-Âge. Et puis après, vous allez avoir 4 rapports de 4 familles qui vont bouleverser l'alimentation et bouleverser le régime des légumes, qui est la famille des cucurbitacées qui arrive au XVIe. Donc, toutes les courges arrivent quasiment toutes au XVIe siècle. Et donc, ça va transformer considérablement le rapport à la gastronomie. Ce pourquoi, par exemple, vous pouvez trouver en Italie ces fameux, par exemple, à la cour de Mantoue, les fameux raviolis à la zucca, donc à la courge, qui sont des raviolis extrêmement chics, parce que c'est des raviolis qui intègrent à l'intérieur un fruit légume qui est chic parce qu'il arrive, donc c'est une nouveauté, donc c'est fashion, et qu'on va mélanger avec des épices, avec des biscuits et avec de la moutarde. Et donc ça va donner ce ravioli absolument délirant qui donc commence par être un objet extrêmement prisé et un objet de cours et pas du tout un objet pauvre et un objet de la consommation quotidienne. Ensuite, il y a la famille des capsicums, donc tous les piments qui arrivent elles aussi au 19e siècle. La famille des phaseolus, donc toute la famille des haricots à gousse, à ne pas confondre avec toute la famille des fèves, les haricots cornilles et tout ça, qui, eux, existent depuis l'Antiquité, mais toute la famille des phaseolus, qui arrive elle aussi au XVIe siècle, et donc qui vont prendre ce nom très étrange de haricots, dont on connaît la trace, puisque dès le Ménagier de Paris, on connaît la trace de ce fameux haricot de mouton. Et le haricot de mouton, à ce moment-là, n'est certainement pas un plat avec des haricots, puisque ça n'existe pas, et que ça vient probablement d'un terme qui est harigaudé, qui est un terme qui désigne quelque chose comme rendre mou, abîmer, déchiqueter, détruire, puisque la viande était cuite un peu comme le mot daube et l'origine provençale du mot daube. Donc c'est quelque chose qui est de là. Et comme ce haricot de mouton s'est vu de plus en plus utilisé à partir du XVIe siècle avec des haricots, eh ben, par métonymie synecdoque, on a utilisé le nom du plat pour désigner a priori le haricot qui est dedans. Mais le phaseolus arrive au XVIe siècle et il n'y en a pas auparavant. Et puis évidemment, la dernière grande famille, celle qui va le plus bouleverser l'histoire de l'alimentation et l'alimentation des légumes, c'est évidemment la famille des solanacées. Alors il faut évidemment, parce que vous allez me dire, hein, oui, il faut diviser, il y a 2 taxons, hein. Il y a la famille des solanacées américaines et la famille des solanacées qui appartiennent à l'Asie, dont l'aubergine fait partie. Et c'est pour ça que l'aubergine est arrivée par une route qui vient de l'Asie et qui est un taxon de la solanacée asiatique et pas du tout du côté des Amériques. Mais en tout cas, du côté des Amériques, les solanacées vont arriver. Et dans les solanacées, évidemment, on en connaît 2 qui vont totalement bouleverser l'histoire de la gastronomie. C'est évidemment la tomate et la pomme de terre. Et donc, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, ça va arriver de manière massive et ça va transformer petit à petit toute la consommation. Et c'est un peu ce que j'ai essayé d'indiquer dans ce tableau qui vous permet de regarder. Voilà, j'ai à peu près indiqué tous les noms de à peu près tous les légumes et ça à peu près le moment où ça arrive. Voilà. Et là, on voit bien la ligne de l'aubergine qui effectivement est une ligne médiévale. Donc, une fois qu'on comprend ça, on comprend que le grand bouleversement qui va arriver pour notre consommation, c'est à partir du XVIe siècle. Alors, ça va mettre du temps, hein. La première recette de tomates n'arrivera qu'au XVIIIe, les pommes de terre vont prendre du temps, etc. On en reparlera, il va falloir appréhender ces légumes, mais en tout cas, à partir du 16-17, la consommation du végétal va complètement changer, puisqu'il y a 4 grandes familles supplémentaires qui vont augmenter le régime alimentaire et qui vont faire rentrer dans ce qu'on appelle la consommation des légumes ces choses qui sont un peu étranges, qui appartiennent plus à la question du fruit qu'à la question du légume. Mais bon, on va dire que ça s'entend sous cette forme-là. Point suivant. Alors, là, j'en viens, j'imagine que vous voyez toutes et tous l'image que j'ai essayé de vous présenter. Non, vous ne la voyez pas parce que je l'ai mal foutue. Voilà. Là, ça devrait aller beaucoup mieux, je pense. Oui, voilà. Tu veux que je grandisse encore ?
Alors, cette gravure, l'idée, c'est que tout le monde puisse arriver à tout voir. On ne voit plus la légende, mais ce n'est pas grave. Cette gravure, c'est une gravure qui fait partie d'un livre assez fabuleux, qui est, comme vous voyez, parce que je vous ai mis la légende, qui fait partie de cet ouvrage qui a été publié en 1579, qui s'appelle Microcosmos, ou dans son nom latin qui est Parvus Mundus, qui a été un livre assez incroyable qui essayait de faire une synthèse des avancées, synthèse de grands savoirs du monde depuis l'Antiquité. Et parmi ce qui est contenu dans ce livre, un des chapitres est consacré évidemment à Pythagore, et consacré à Pythagore qu'on connaît puisque Pythagore est un des fondateurs de ce qu'on appelle la consommation du végétarianisme et la consommation du végétal. Alors, qu'est-ce qui est important à ce niveau-là? Donc ça, c'est le point suivant, c'est cette question de l'apparition morale et philosophique d'un certain nombre de présupposés. Alors, on ne connaît rien de Pythagore, puisque tout ça, ça a été fragmenté, mais on connaît énormément de commentaires qui ont été faits dessus, dont un certain nombre de textes emblématiques sur cette fameuse consommation du cadavre et cette grande question qui a hanté l'Antiquité, et particulièrement l'Antiquité grecque, qui est celle de considérer que manger de la viande, c'est intégrer un corps qui est un corps qui contient une nécrose, qui contient une mort et qui contient en tant que cadavre. Et à partir de ce moment-là, de considérer, Pythagore, a priori, était un des fondateurs de cette question-là, et que ça générait quelque chose de mauvais pour le corps. Donc vous avez toute une tradition qui est très longue chez les Grecs, une tradition de tenter le moins possible de consommer du végétal. Alors, cette tradition de consommer le moins possible de carné, et au contraire de compenser par le végétal et de fondamentalement compenser par la légumineuse, puisque la légumineuse a été une base, la base la plus emblématique de quasiment toutes les consommations durant l'Antiquité. Il faut comprendre plusieurs choses. Il faut comprendre, mis à part pour les habitants des côtes, il faut comprendre que l'approvisionnement en poissons a toujours été très complexe. Donc la consommation de poissons est réservée à une petite partie de la population. Sauf à considérer que vous puissiez, mais ça sera plus tardivement, travailler le poisson. Au nord, on le fume, au sud, on le sale. Parce que voilà, au nord, on n'a pas de sel, et au sud, c'est plus compliqué d'avoir du bois, etc. Donc au nord, on le fume, au sud, on le sale. Et donc, il peut y avoir une consommation, et surtout, il va y avoir une consommation de condiments qui sont issus de ça. Mais ce n'est pas la base de l'alimentation, sauf chez les gens riches. Encore une fois, ça, je vous renvoie par exemple à la lecture de l'ouvrage d'Archestrate de Géla, qui est cet ouvrage qui ne cesse de parler du poisson, mais c'est une consommation qui appartient aux classes sociales élevées. La consommation de la viande, elle est compliquée, parce que la consommation de la viande, elle est liée au sacrifice. Donc ça veut dire que consommer de la viande, c'est consommer quelque chose qui est lié à un rituel sacrificiel. Donc là aussi, double position politique, c'est-à-dire et philosophique, c'est-à-dire que vous allez retrouver chez Pythagore et puis toute une tradition de la pensée pythagoricienne, un certain nombre de philosophes qui vont, s'opposer à la question du rituel sacrificiel, dont on trouvera la finalité évidemment dans la pensée chrétienne, puisque dans la pensée chrétienne, il n'y a plus de sacrifice. Il y a autre chose, il y a une Eucharistie, mais il n'y a plus de sacrifice. Bon, ce qui permettra de déclencher autre chose, puisqu'à partir du moment où vous allez libérer le sacrifice dans l'Eucharistie, vous allez faire exploser la consommation de la viande. Voilà, ça c'est un autre grand problème sur lequel on pourrait travailler un jour, mais un autre grand truc de l'histoire de l'alimentation. L'Antiquité, en tout cas l'Antiquité grecque, a un rapport à la viande qui est compliqué, parce que la viande c'est du sacrifice, et donc beaucoup de philosophes considèrent que le sacrifice c'est un rituel qui est compliqué et probablement inutile. Et beaucoup de philosophes, dont Pythagore et probablement d'autres comme Platon, etc., préconisent évidemment quelque chose qu'on appelle une épiméléia, c'est-à-dire un soin de soi, et que les Grecs considèrent que le soin de soi passe par la consommation du végétal plutôt que la consommation du carné. Bon, et donc il y a deux choses qui ouvrent à ça, c'est-à-dire que pour l'Antiquité, le végétal est sain parce que le végétal évite de consommer du corps cadavre et évite d'intégrer en fait un rituel liturgique à son propre devenir. Alors, c'est long, c'est compliqué, mais il faudrait en parler pendant des heures. Je ne peux pas en parler pendant des heures parce que sinon je vais exploser le temps, puis vous allez finir par en avoir marre, mais en tout cas, il y a un truc assez fascinant. Deuxième objet que je vais vous présenter, l'image n'a aucun intérêt, mais je vous le montre quand même. Et voilà, une fois que vous l'avez vu, mais je n'ai pas d'autre image parce qu'on n'a aucune représentation de lui, donc strictement aucune. Donc je vais vous remettre cette petite image, ce sera extrêmement bien. Deuxième exemple dont je voulais vous parler, c'est un philosophe plus tardif, philosophe qui naît à Arles,
aux alentours des années 80 et qui meurt à Rome, pardonnez-moi, aux alentours des années 140, 140-150. Ce philosophe s'appelle Favorinos. Alors, à plus d'un titre, il est fabuleux, c'est un des premiers théoriciens, un des premiers philosophes, on va dire transgenres. On va dire, enfin, vous savez, il est né intersexe, donc voilà, c'est très compliqué, ça a été un personnage emblématique et extrêmement particulier. Et c'est un personnage qui est un personnage végétarien. Il le dit lui-même, il le pose lui-même, et en plus d'être intersexe végétarien, il a toujours assumé d'être interculturel, puisqu'il est d'origine celte, de langue romaine, enfin de culture romaine, puisqu'il est né à Arles sous l'Empire romain, et qu'il se reconnaît comme étant intellectuellement exclusivement que de culture grecque. Donc il a une triglossie en même temps, etc. Bon. La question, c'est que ce personnage a été d'une très grande importance dans l'histoire de la philosophie et qu'il a été aussi d'une importance politique. Je vous donne une anecdote pour comprendre les enjeux que ça présuppose. Favorinos, on le sait parce qu'on a reconstitué, enfin, j'ai beaucoup travaillé dessus, on a reconstitué un certain nombre de trucs autour de ça. Favorinos, végétarien. Favorinos, proche de l'empereur, Adrien. Favorinos reçoit la charge de ce qu'on appelle l'archiréus. L'archiréus sous l'Empire romain, c'est une charge colossale, qui est une charge qui équivaut à être un grand prêtre, qui est en charge du culte impérial. Or, dans la Rome antique, pour être un grand prêtre, il faut sacrifier. Favorinos a refusé la charge d'archiréus parce que Favorinos, considérant qu'il était végétarien, n'a jamais voulu sacrifier. Et à partir de ça, il a été exilé. C'est le livre que j'ai traduit qui parle beaucoup de cette question de la nourriture et de la nécessité d'être très conscient de la nourriture et particulièrement de la question du végétal. Donc, on pourrait là aussi en parler pendant des heures, simplement pour vous dire que c'est une préoccupation absolument constante dans l'Antiquité, préoccupation qui disparaîtra jusqu'à un moment particulier dont je vais vous parler dans quelques instants, qui disparaîtra après, et précisément pour cette raison, parce que la chrétienté, à partir du moment où elle passe par la question de l'Eucharistie et que la question de la consommation est déconscientisée par Paul dans l'épître aux Romains, dans l'épître aux Corinthiens, pardonnez-moi, à partir de ça, il n'y a plus aucun problème à manger de la viande pour la période médiévale. Transition, période médiévale, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça et qu'est-ce qu'on fait avec le légume? Eh bien justement, période médiévale, on est encore dans un légume qui est massivement comme dans l'Antiquité, c'est-à-dire un légume racine. Les légumes fleurs n'arrivent que tardivement, etc. Eh bien, pour les médiévaux, pour les êtres qui vivent pendant la période du Moyen-Âge, eh bien, la question, elle est très simple. Tout ce qui est un aliment, tout ce qui en tant qu'aliment est proche de la terre est néfaste. Tout ce qui en tant qu'aliment est proche du ciel est bon. Autant vous dire, les poissons, c'est une catastrophe. On reprend la théorie de Saint-Augustin, la mer est noire et la mer est remplie de sel parce que le sel, c'est la trace de toutes les larmes, des douleurs de l'humanité. Donc vous imaginez les poissons que vous mangez au fond de la mer, on se sont nourris de la douleur du monde, etc. Donc on oublie les poissons. On va oublier tout ce qui sont les petits animaux les plus proches de la terre. En revanche, on va favoriser tous les animaux à plumes. Les animaux à plumes sont considérés comme étant l'aliment le plus parfait. Et l'autre catégorie considérée comme aliment le plus parfait, les fruits, parce que les fruits sont proches du ciel. Voilà. Et au milieu, on va considérer la chasse, parce que le gibier, certains gibiers, sont considérés comme étant un intermédiaire et comme étant l'exercice le plus bel exemple de la création, et qu'on est en intermédiaire entre la terre et le ciel. En revanche, tous les légumes qui poussent sous terre sont considérés au Moyen-Âge comme étant pas bons. Et donc, on ne consomme pas de légumes qui viennent de la terre parce qu'on considère que c'est néfaste et que c'est beaucoup trop éloigné de la création de Dieu. Donc, le légume a une visée qui est relativement négative. Le légume n'est pas très apprécié au Moyen-Âge. On va consommer de la céréale pour quand on est pauvre et des légumes racines quand on est pauvre. On consomme des herbes quand on est pauvre. En revanche, dans les cours royales, dans les cours princières, dans les tables élevées, on ne consomme quasiment jamais de légumes. Le légume est considéré comme étant pas bon. On va consommer des fruits, on va consommer beaucoup de fruits, beaucoup d'épices, beaucoup de viande, mais le reste, on ne le consomme pas, parce qu'on considère que c'est, d'un point de vue théologique, c'est néfaste. Je ne sais plus ce que je vous ai mis comme image. Ah oui, je vous avais mis ça. Je vous avais mis cette très jolie petite image
qui est une gravure assez exceptionnelle d'Adrian Collaert, qui date de 1550, donc elle est un peu tardive par rapport à ce que je vous raconte, mais elle est encore très profondément médiévale, parce qu'elle est Europe du Nord, et elle montre très bien, c'est un livre qui est consacré à la chasse et à la pêche. Ah oui, j'ai oublié de dire, en revanche, le poisson d'eau douce pour le Moyen-Âge, il n'y a aucun problème, hein, mais le poisson d'eau de mer, c'est plus compliqué. La chasse et la pêche, ça, c'est la chasse au cerf. Et c'est une gravure magnifique. Chaque gravure est entourée, évidemment, de ces espèces de cabinets de ces animaux qu'on consomme, et donc de cette catégorisation du vivant qui se transforme en aliment, et en considérant que voilà, il y a une hiérarchie très très précise de l'aliment pour le Moyen-Âge. Alors, ça, on est là aussi au XVIe siècle, mais on est complètement, c'est très séparé. Ne lisez pas la petite ligne en dessous, j'ai fait un mauvais copier-coller, je vous prie de m'excuser. Donc ne lisez que la partie basse, mais pas la partie haute. Et puis il faudrait que ça s'en aille. Voilà, ne lisez pas ça. Bartholomew Scapi, opéra. Alors, Bartholomew Scapi, je voudrais m'arrêter 2 secondes sur ce personnage. On est donc au XVIe siècle. Bartholomew Scapi lui meurt en 1577, et il va publier en 1570 un ouvrage, probablement des ouvrages les plus importants de l'histoire de la gastronomie, qui s'appelle Opéra. C'est 2 énormes volumes qui contiennent 5 livres. Et parmi ces 5 livres, il y a un immense livre qui raconte toute l'histoire des banquets, etc., et de tous les banquets qu'il a servis. Bartholomew Scapi a été le cuisinier de 3 papes, quasiment jusqu'à sa mort, et il a œuvré en fait au service des grands banquets. C'est Bartholomew Scapi qui va révolutionner toute l'histoire de la gastronomie moderne, et c'est sans lui, il y a quasiment aujourd'hui rien qui est possible. Et un des avantages absolument délirants du génie de Scapi, c'est de considérer que Scapi a permis en fait de faire réintégrer dans la gastronomie tout ce que le Moyen-Âge avait évité. Donc, on va réintégrer, on continue d'avoir les épices qui vont doucement diminuer, elles vont s'éteindre progressivement au XVIIe siècle, mais elles vont commencer à diminuer. Mais là, on fait intervenir en fait tout un travail. Alors, sur les pâtes, on consomme toutes les parties alimentaires, c'est-à-dire que de la viande, c'est-à-dire qu'on commence à se préoccuper en fait d'une sorte de soin écologique de la viande. Si on abat une bête, toute la bête est consommée, et elle n'est plus divisée selon un problème de classe, mais elle est appréhendée sur une question de génie gastronomique. Et donc, à partir de ça, on peut commencer à faire des plats absolument prodigieux avec de la moelle, avec toutes sortes de trucs, avec de la cervelle, etc. Parce que toutes les parties sont considérées comme pouvant être ingénieuses pour produire de la gastronomie. Et la deuxième chose, c'est que le génie de Bartholomew Scapi, c'est que c'est le premier cuisinier à faire réintégrer dans la cuisine tous ces légumes racines qu'on avait oubliés. Alors, c'est aussi du fait, on redécouvre beaucoup de textes antiques, on redécouvre beaucoup de choses, et donc on va réintégrer toutes ces choses-là et refaire une alimentation. On va commencer à produire ce qu'on appellerait quasiment aujourd'hui une alimentation moderne, c'est-à-dire que vous avez tous les légumes qui sont là, tous les fruits, beaucoup d'agrumes, parce que c'est la découverte et la redécouverte des agrumes en Europe, donc c'est un truc qui est absolument colossal. Et puis petit à petit arrive ce dont je parlais tout à l'heure. On commence à voir arriver les premières cucurbitacées qui vont changer les trucs. Arrivent les premiers capsicums, donc évidemment les premiers poivrons, les premiers piments vont bouleverser aussi un certain nombre de trucs. Ça change beaucoup. On commence à en faire pousser, ça commence à changer l'alimentation. Et puis évidemment les haricots arrivent, et puis doucement les choses vont changer. Donc Scapi, c'est un des premiers grands cuisiniers à avoir totalement modifié la cuisine, et surtout à avoir fait réintégrer la consommation du végétal dans la gastronomie et dans la grande gastronomie. Et qu'est-ce que je vous ai réservé comme dernière image? Ah voilà. Et la dernière image, alors lui, est-ce que tout le monde voit ou pas? Alors lui, c'est un peu mon préf. C'est un peu mon petit chouchou dans la vie, lui. Voilà, merci infiniment. Donc, c'est donc un monsieur qui s'appelle Vincenzo Corrado. Je pense que j'ai dû vous mettre, alors je ne sais pas si on le voit, oui, voilà. Là, je pense que vous le voyez mieux si je le mets comme ça. Corrado qui est mort en 1836, donc qui fait la jonction entre un peu toutes les grandes périodes.
grand cuisinier napolitain. Et lui, en fait, il fait la synthèse entre ce dont je viens de parler, et notamment la synthèse entre la gastronomie italienne du XVIe siècle, la gastronomie française du XVIIe siècle, et le renouveau d'une gastronomie qui va avoir lieu particulièrement dans les pays méridionaux à partir du XVIIIe et au début du XIXe. C'est-à-dire, on va tout d'un coup redécouvrir les choses. Et si on regarde la bibliographie de Vincenzo Corrado, en fait, on s'aperçoit que son chef-d'œuvre qui est le plus connu, c'est le Cuoco Galante. C'est oui, c'est le livre le plus connu qui considère évidemment que la cuisine est un outil à la fois de séduction et un outil d'amour. Et donc, il y a toute une grande tradition sur cette manière d'adresser l'aliment et cette manière de donner l'aliment. Mais surtout, ce que je voulais vous indiquer sur ce truc, c'est tous ces livres qui sont là. C'est-à-dire celui qui va publier en 1781, qui est considéré comme le premier livre végétarien de l'histoire du monde, qui s'appelle Il Cibo Pitagorico, donc l'alimentation pythagoricienne, qui ne contient exclusivement que des recettes à base de végétal. Il n'y a aucun produit carné dans ces recettes. En 85, le premier livre qui existera dans l'histoire sur les patates, le Trattato sulle patate. Et puis, alors après, il y a aussi son grand livre, Les Manore del Cioccolato del Café, puisque ça aussi, ça arrive, etc. Et surtout, donc l'important, c'est que dans le Cibo Pitagorico va apparaître pour la première fois une recette de tomates et les premières recettes avec la question des poivrons et la question des piments, utilisés comme un aliment à part entière, comme une donnée à part entière dans l'histoire de la gastronomie. Et à partir de ça, va voir s'établir, donc une fois qu'on aura digéré ces questions-là, qu'on aura pris en compte cette histoire de la gastronomie, il nous restera évidemment ensuite la question du 19e et la question du 20e, simplement pour faire une synthèse de l'ensemble de ces objets et considérer petit à petit l'apparition, la réapparition du végétal et l'idée que le végétal est un aliment à part entière de la gastronomie. Ce qui veut dire, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce petit excursus un poil court, je l'admets, mais bon, il faudrait beaucoup plus de temps pour en parler, mais après on pourra en discuter, qui est que très longtemps, ça ce sera ma guise de conclusion, très longtemps, le légume, le végétal, a été considéré comme quelque chose qui est quelquefois moins un aliment qu'un médicament. Il est considéré comme une source, ce que les Grecs appellent un pharmakon, c'est-à-dire comme une source qui permet de rétablir une santé ou de rétablir un processus du corps. Il est quelquefois pas du tout considéré comme un aliment. Alors on a des exemples, hein. Alors vous allez me dire c'est pas un légume, je suis entièrement d'accord, c'est pas un légume, mais on sait par exemple, alors on le sait parce qu'on a des textes à foison là-dessus, on sait que pendant toute l'Antiquité, le riz n'est absolument jamais consommé comme un aliment, il est exclusivement consommé comme un médicament. Et on le sait, hein, il y en a d'autres qui sont consommés. La consommation du légume, en fait, est une consommation qui relève presque d'une prescription. Et l'autre chose qui est une constante dans l'histoire de l'alimentation, c'est que le légume est presque toujours lié à un problème de conscience de classe. Le légume est un problème de classe. Alors, on le verra même encore beaucoup plus tard, hein, si vous reprenez dans les années 40, quand Marx part en Angleterre découvrir et qu'il découvre les premières entreprises anglaises, il s'apercevra que les capitaines d'industrie de ces énormes entreprises anglaises produisent des pommes de terre qu'ils vendent à leurs propres ouvriers et que pour que ce soit encore plus rentable, ce sera un des déclencheurs de toutes les théories du marxisme. Pour que ce soit encore plus rentable, en fait, ils produisent non pas des patates alimentaires que l'humanité a l'habitude de consommer, mais des patates à cochon, et que c'est ces propres pommes de terre qui sont normalement réservées à l'alimentation de l'animal qui sont vendues à l'homme. Et ça va déclencher chez Marx en fait un truc dont il se remettra quasiment jamais sur la compréhension en fait de la brutalité de l'humanité dans la manière avec laquelle on traite l'aliment. Ce qui veut dire que le végétal, et ça j'en suis convaincu, et ce qui renvoie aujourd'hui à toutes sortes de crises sur cette question de l'aliment, le végétal est d'abord un problème de santé avant d'être exclusivement un problème d'aliment.
Et il est resté très tardivement sous cette forme-là. Il a vraiment fallu attendre le 17e, le 16e et le 17e pour que le légume commence à rentrer comme un processus vraiment alimentaire. Et j'ai oublié de citer, je m'en suis rendu compte, je viens de jeter un coup d'œil sur mes notes, et j'ai oublié de citer l'apport du 17e et particulièrement l'apport de Louis XIV dans cette affaire. Louis XIV qui préférait évidemment toujours la viande, mais Louis XIV avait fait construire le potager du roi parce qu'un des grands enjeux du 17e, c'était de considérer que le légume, c'était un peu une affaire de prodige. Et que Louis XIV, avec les légumes et les fruits, pouvait demander, et notamment à son grand chef du verger, etc., de montrer en fait le génie technique de la France. On faisait des concours à qui produirait la plus grosse asperge. On faisait des décors en papier sur les pommes pour qu'il y ait toute de la mythologie ou toutes sortes de trucs. On produisait des pêches en plein hiver. On produisait des petits pois dès le mois de février. Et c'était une question de génie technique, de génie civil technique. Donc voilà, le légume, c'est un problème de représentation, en fait. C'est très fondamentalement un problème de représentation et c'est lié à une problématique d'une relation complexe entre l'aliment et le médicament. Et puis, il faut attendre, évidemment, de manière assez tard, le dépassement, évidemment, des problèmes théologiques, parce que la théologie a été très pénible là-dessus, considérant que le légume n'était pas bon. Et puis, ce dépassement pour que le légume soit vraiment intégré, la consommation végétale soit intégrée comme une consommation à part entière et que ce soit une des parties les plus impressionnantes de l'histoire de la gastronomie. Voilà, je me tais. Fabuleux. Merci Fabien. Écoute, en tout cas, en t'écoutant, je veux juste dire un truc, c'est que cette année à l'école comestible, on s'est dit qu'il fallait qu'on mette un énorme axe sur la santé. Ouais, bien, voilà. Tu viens de nous donner plein d'éléments pour mettre en avant le légume comme un élément de santé. Mais c'est super intéressant. Et du coup, je me permets de lancer une première question. Par rapport à l'entrée des légumes dans la gastronomie, justement, qui est vraiment quelque chose qui est de plus en plus prévalent aujourd'hui dans le travail des nouveaux cuisiniers. Selon toi, donc il y a effectivement Louis XIV qui met ça, qui amène ça un petit peu sur la table pour se faire mousser un peu, et qui d'autre a contribué à redonner du blason, de redorer le blason du légume dans l'histoire. Il y en a un qui est extrêmement important, qui est quelqu'un qui était... moi, j'ai toujours beaucoup aimé, qui nous a quittés cette année, qui était Michel Guérard, qui a quand même été un des premiers cuisiniers à assumer qu'on pouvait faire un plat gastro avec des haricots verts. Avant, c'était pas faisable. Enfin, c'était pas imaginable. C'était pas un truc qu'on faisait. Enfin, la gastronomie, c'était des grandes pièces de viande, c'était des immenses sauces, très compliquées avec des choses. Et lui produit un truc. Et donc, on arrive avec des cuissons qui sont beaucoup plus rapides. Et puis, servir dans les années 70, un haricot vert dans un gastro et un haricot vert qui est al dente. Oui, là, c'était pour en garder la couleur, les valeurs nutritives. C'est pas si logique encore. Donc, je pense qu'il a été un des contributeurs fondamentaux de ça. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a personne avant. Carême, Escoffier, tout ça, il n'y a personne dans toute l'histoire gastronomique du 17e jusqu'au 20e qui ont été capables d'amener... Au 19e, le légume a un rôle assez étrange, c'est que le légume, c'est du décor, parce que les légumes, on les taille, alors on fait toutes sortes de sculptures sur les champignons, sur les carottes, etc. Les légumes, on les taille, et les légumes, c'est du décor qui est en plus. Et donc, on met, alors ça se faisait beaucoup au 19e, dans les repas, c'est ce qu'on appelait les entremets. On mettait entre les services une purée de ça, une laitue cuite, un machin, mais c'était posé comme ça pour picorer dedans, mais c'était pour accompagner. Ça a toujours été considéré au sens propre comme un accompagnement qu'on conserve encore dans la manière avec laquelle. Le menu italien, qui est une fixation qui est liée au grand génie Pellegrino Artusi, il y a encore ce truc dans l'italien qui est un contorno. C'est très étrange, c'est un truc qui vient en plus, c'est pas le plat, quoi. C'est un accompagnement, le légume. Et jusqu'à très tard, le légume a été considéré comme un accompagnement, pas comme un plat principal.
C'est récent, hein. Ça c'est très très récent. Ou alors, il fallait être très pauvre et ne rien avoir d'autre à manger qu'un plat de navets parce qu'il n'y avait rien d'autre. Et encore, un navet, c'est pas suffisamment nutritif, mais accompagné d'un truc. Mais oui, il fallait être suffisamment pauvre. Hein. Ouais. Alors, n'hésitez pas à ouvrir vos micros. Je pense que Fabien ne nous a offert qu'une infime partie de tout son savoir. Donc, Oui, j'aurais pu en causer pendant des heures, mais là, je regardais l'heure en même temps. Je me disais, voilà, voilà, ne faut pas dépasser, mais oui, oui. donc allez-y avec vos questions pour Fabien. Non? Pas de questions? Si vous avez peur de prendre le micro, vous pouvez les écrire aussi. Est-ce que, et bon, je continue alors, tant que personne ne prend le micro, est-ce que aujourd'hui, nous, on fait face à ce qu'on appelle la néophobie des enfants dans les classes, Ouais. quand on leur, surtout en face du légume, des légumes qui pourtant sont si beaux, multicolores, avec des formes incroyables, et ça, bien plus esthétiquement intéressant quand même que de la viande. Ouais. Est-ce que tu penses que ce rapport conflictuel, surtout des enfants avec les légumes, vient de tout ce que tu nous as raconté là, est une émanation historique de tout ça? Ou est-ce qu'il y a encore autre chose? Ça, c'est une belle grosse question. C'est compliqué, cette question. Alors, je ne sais pas si ça vient de tout ça, mais en tout cas, on a un héritage qu'on transporte tous, qui fait qu'on a encore, pour une grande majorité d'entre nous toutes et tous, cette idée que le langage, n'importe quoi, le légume est un accompagnement. Ça, c'est quasiment sûr. L'autre truc aussi, je pense, et ça, je pense que c'est un truc qui est relativement nouveau, c'est que on a connu, et alors quand je dis on, c'est un on avant moi, hein, parce que moi, je ne l'ai pas connu. Moi, je suis arrivé pile au moment de ce qu'on appelle en anglo-saxon l'infâme scrap, c'est-à-dire la nourriture industrielle. Mais il fut un temps où on avait une accessibilité à une variabilité. On avait plus de 400 variétés de poires et encore plus de pommes qui avaient des goûts infinis. On avait des légumes qui étaient toutes sortement difformes, jolis, avec des trucs, etc. Et puis à un moment, on est arrivé à une surstandardisation du légume qui a rendu quelque chose de... Enfin, je suis désolé, mais acheter un filet de carottes dans un supermarché, ça donne pas envie. C'est entre la différence de ça et acheter une carotte qui est beaucoup plus petite et qui a 15 fois plus de goût. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui a beaucoup influencé cette espèce de rapport pas très... Moi, j'ai détesté les navets au dernier degré parce que le navet, et puis à un moment, on redécouvre un navet microscopique qui est tout petit, etc. Il y a un goût qui revient. Mais ce goût, en fait, qui a accès à ce goût parce que le légume est quand même un produit qui est cher. Il ne faut jamais l'oublier quand même, hein, par rapport à un kilo de pâtes ou par rapport à des féculents, c'est toujours beaucoup plus cher par rapport à ce que ça nourrit. Et donc, oui, et inversement, aujourd'hui, on se retrouve dans un truc qui est bizarre, c'est que le légume devient un produit de luxe, on inverse le rapport de classe. C'est qu'aujourd'hui, le légume devient inversement un produit qui désigne une classe qui a de la thune. Moi, je le vois, hein, je le vois quand je travaille avec mes étudiants, je le vois au marché, je le vois dans cette rivalité. C'est-à-dire acheter ces légumes au carré paysan, ouais, c'est pas. Oui, il y a un truc qui relève aussi d'une autre problématique de classe, ouais. Il y a Julie qui a. Oui. Oui, et Julie, on est tous déjà vu, mais c'est effectivement ce que dit Candice, qui dit dans le chat, dans les faits, les légumes et les légumineuses sont plus consommés par les classes sociales élevées en France et les classes pauvres consomment plus de viande mauvaise, contrairement aux pays sous-développés où les légumineuses sont partie intégrante de la cuisine. C'est une stricte aberration de notre monde moderne, c'est-à-dire qu'on a rendu la viande si peu chère, mais d'une qualité absolument catastrophique, et qu'en revanche, aujourd'hui, acheter des lentilles, une lentille, ça devient un produit un peu chicounet, ouais. Oui, c'est étrange quand même. On a inversé tout ce processus, ouais. Pardon, Julie, je suis désolée. Non, c'est hyper intéressant. Moi, j'avais une petite question parce que je trouve qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui du côté genré des aliments, où on dit en fait qu'il y a une espèce d'image du masculinisme derrière la consommation de viande et d'un féminisme derrière la consommation de légumes. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Alors, ça aussi, c'est une question qui est bien complexe. Oui, c'est un truc qui est revenu de très très fortement. Alors, dans les faits, je pense que c'est un peu plus compliqué. On pourrait éventuellement considérer, oui, que le genre féminin consomme peut-être plus de légumes que de viande. Encore que, moi, je pense que c'est lié. Alors, il y a probablement quelque chose de ça, mais qui appartient à une très longue histoire de la conscience du soin et de la conscience de l'ingestion. Et ça, je dois peut-être concéder qu'il y a dans le genre féminin une conscience de cette ingestion qui est peut-être plus importante que chez le genre masculin, parce que le genre masculin ne s'est pas occupé de la nourriture et de la manière de nourrir. Donc il y a une conscience, et je me souviens de la manière avec laquelle ma grand-mère pouvait surveiller ce que je pouvais manger. Elle faisait hyper attention, par exemple, à ce que je ne mange pas trop de fruits en été, que de fruits crus, parce qu'elle considérait que c'était mauvais pour la santé. Donc, elle faisait attention à ce que j'ai du fruit cuit et d'autres trucs pour pouvoir équilibrer le truc. Donc, elle me courait après pour que je ne dévore pas la moitié des pêches. Donc, il y a peut-être ça. L'autre truc, c'est que je pense quand même que la grande charge de tout ça, c'est à la fois un problème générationnel et à la fois un problème de classe. C'est que, effectivement, les classes populaires, c'est-à-dire celles qui ont le moins d'argent, vont pouvoir acheter de la nourriture qui est une nourriture à bas coût, qui est produite de manière catastrophique, mais qui leur permet d'acheter de manière beaucoup plus massive des corps gras de mauvaise qualité et de la viande. En revanche, dès que vous passez dans des catégories socio-professionnelles supérieures, alors soit vous basculez du côté du végétarianisme, soit alors vous basculez de l'autre côté, c'est-à-dire que ça ne consommera que les meilleures viandes, que les meilleurs poissons, que des viandes maturées, que du poisson maturé, parce que maintenant arrive la grande nouveauté du poisson traité à sec et maturé plusieurs jours avant qu'il ne soit mangé, qui va prendre entre 20, 30 à 40% d'augmentation de son prix, qui fait atteindre des trucs assez délirants, et puis qui va consommer là aussi du légume de très très grande qualité. Donc oui, il y a à la fois un truc sur le genre, et il y a un truc aussi de question de représentation de classe. Ouais. Et de classe intellective aussi, c'est-à-dire que voilà, c'est aussi un problème d'intello aussi. Ouais, sur le genre, moi, ce qui m'a interpellée récemment, c'est c'est de faire plutôt l'association envie de domination du masculin, donc qui va avec aussi le colonialisme, l'envie de dominer la nature, et du coup aussi de dominer les animaux, et donc du coup la viande associée à cette vision de domination et de prise de pouvoir, versus, je rejoins ce que vous dites, le côté soin, plutôt lien à la nature, qui serait plutôt féminin. Bon, tout ça avec des guillemets, mais il y a aussi ce... Il y a ça, mais auquel il faut revérifier un truc, c'est-à-dire que moi je l'ai entendu aussi beaucoup, hein, j'ai eu participé à des débats quelquefois un peu délirants et un peu incohérents sur cette question-là. Oui, il y a ça, il faut jamais oublier non plus que si on y réfléchit dans d'autres termes, alors il y a ce truc mythologique de la consommation de la viande qui générerait une force et qui générerait une transcendance. Il faut jamais oublier aussi que de l'autre côté, aujourd'hui, la puissance, à tout niveau, hein, et surtout je parle de puissance économique, c'est moins un problème de contrôle de la viande que de contrôle du légume et de la céréale. Aujourd'hui, les gens qui dominent le monde, ce sont quand même ceux qui négocient en fait ces questions-là. Jamais oublier quand même que, par exemple, au 19e siècle, la plus grande fortune et le plus grand collectionneur d'art, celui qui commandera d'ailleurs à Manet la botte d'asperges, c'est Charles Efrussi. Charles Efrussi était l'héritier du plus gros négociant de céréales au monde. Donc, voilà, c'est un autre registre. C'est-à-dire que mythologiquement, qui est une grande connerie, mais enfin c'est comme ça, mythologiquement, manger de la viande nous donne de la force, mais ça c'est un héritage du sacrifice, puisqu'on rappelle que dans le sacrifice qui se faisait, les dieux ne consomment que la fumée, les humains mangent le reste. Mais comme l'animal relève d'un sacrifice, en fait ça permet d'absorber la mort et de considérer que la mort, elle est devenue autre chose puisque c'est un sacrifice, et que dans le sacrifice, ce que je vais manger va me donner de la force. Donc nous, on garde mythologiquement cette espèce de connerie, mais que la domination du monde aujourd'hui, elle se fait sur le soja, sur les légumes et les trucs. C'est ça qui constitue aujourd'hui une des dominations économiques. Aujourd'hui, vous gérez le transport et la négociation du quintal de blé, vous dominez le monde plus que si vous le faites.
Et le cochon, peut-être évidemment, mais plus que si vous le faites sur autre chose. C'est ça qui est le truc. D'autant que ça conditionne toutes les questions du traitement de la potasse et toutes les questions de ce qui va être dans les décennies à venir la réorganisation quasiment totale de la restructuration du monde, puisqu'il va falloir les produire, tout ça. Et que finalement, l'agriculteur... Moi, j'ai grandi dans une région assez horrible quand j'étais gamin. J'ai grandi en Champagne, pouilleuse, donc des trucs d'open field, là où on produisait de l'oignon, de la carotte, de la patate, de la betterave à sucre, du maïs en quantité industrielle. Et ça donnait aussi une espèce de puissance mythologique à ces énormes fermiers qui conduisaient des tracteurs colossaux et qui engrangeaient des silos, mais des silos colossaux de bouffe. Ça aussi, ça fonctionne aussi, une autre type de mythologie. En fait, la domination de l'aliment, c'est un problème, en fait. Que ce soit de la viande ou que ce soit du légume. Et c'est toujours un problème. Bon, je suis désolé, j'ai répondu, c'était très long ma réponse. Je suis absolument intéressant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, moi, j'en ai encore. Alors, j'enchaîne. Il nous reste 5 minutes. Donc, si vous avez encore une question, n'hésitez pas à lever la main. Est-ce que, Fabien, il y a des cultures qui ne racontent pas du tout la même histoire que celle que tu viens de nous raconter, qui sont au contraire, qui donnent vraiment la place à un légume de qualité, un légume royal, un légume qui prend la première place. Est-ce que... Alors oui, il y en a. Moi, il y en a qu'une que je connais parce que c'est la seule que j'ai pratiquée, parce que j'y suis allé et j'ai pratiqué, qui sont les cultures de l'Inde du Sud, et notamment dans le Kerala, qui sont des cultures où on ne mange pas de produits carnés. Et on ne mange pas de produits carnés, et quelquefois, on ne mange pas même de produits lactés pour ne pas déranger la bête. Ou alors, si on le fait, il y a des conditions très particulières de faire pour pouvoir faire en sorte que la vache ou la chèvre puisse donner du lait et que ça se fasse dans des conditions qui soient particulières. Et ça, c'était, moi, ça a été, je sais que ça a été un des trucs très compliqués parce qu'il faut arriver à comprendre ce truc. Moi, je suis dans un rapport construction culturelle plutôt occidentale, avec un rapport à l'aliment qui est un aliment qui est à disposition et que c'est pas du tout pareil. Et donc ça, oui, le rapport à l'aliment est très, très différent. Et après, il y a une autre culture, mais alors ça, celle-là, je ne la connais que de manière... alors, je pense qu'il y en a bien d'autres, hein, mais je la connais que de manière livresque, on va dire, parce que moi, j'y suis jamais allé, qui sont les cultures en Amérique latine, en Amérique latine, notamment chez un certain nombre de groupes d'Indiens, le légume est considéré, avant de le consommer, le légume est considéré comme étant un membre de ta famille. C'est-à-dire qu'avant de consommer, l'igname devient ta sœur ou ton frère ou devient ton oncle. Et à partir de ça, parce qu'il devient un membre de la famille, il peut être ingéré, il peut être intégré. Ça, c'est étonnant. Enfin, il y a un livre de Descola qui en parle. C'est délirant, ce truc de faire devenir l'aliment un membre de la famille pour qu'il puisse être ingéré. Et puis après, il y a toutes les cultures sur les beaucoup plus hauts plateaux en Amérique du Sud, et notamment sur la question de la pomme de terre et la consommation de la pomme de terre, qui est une consommation qui est à la fois rituelle et animiste. Vous consommez quelque chose qui a été... c'est très compliqué à produire de la pomme de terre sur les hauts plateaux andins, parce que ça demande un boulot de fou. Bon, voilà, et donc je pense qu'il y en a encore plein d'autres, hein, et je pense que si on recherchait, en fait, on en trouverait aussi chez nous, et beaucoup en Méditerranée. Moi, j'en ai connu en Algérie. Voilà, il y a un rapport aux légumes, il y a un rapport à la cueillette, et la consommation se fera quand il y a eu ce processus qui a été fait. Et c'est un processus qui est étonnant, que nous, on ne connaît pas, parce que nous, il suffit d'utiliser sa carte bancaire sans contact pour pouvoir acheter des choses, et c'est un truc qui est compliqué. Et je pense qu'une grande partie des cultures sont encore sur cette idée que ce qui est aussi fondamental dans le végétal, c'est que le végétal, ça demande une production et ça demande une cueillette. La cueillette du végétal, c'est un truc qu'on a complètement perdu. C'est une des choses qui est absolument terrifiante si on y réfléchit. Et c'est qu'aujourd'hui, sur les marchés, il n'y a plus de produits sauvages. Ce sont essentiellement des produits qui sont cultivés. Il faut imaginer qu'un marché au XVIe siècle, la moitié de ce qui est vendu sur un marché au XVIe siècle, c'est de la cueillette. Ça aussi, c'est un temps d'appréhension et un temps d'élaboration de ce qui est l'aliment
qui est complètement différent. Ça, c'est un truc qu'on a complètement perdu. Donc ça, c'est un des trucs sur lesquels il faudrait se réinterroger aussi sur ça. La cueillette sauvage et puis la connaissance des herbes. Moi, je me souviens, ma grand-mère était capable de cueillir des herbes pour faire des trucs. Moi, j'en connais 20% de ce qu'elle connaissait. J'ai oublié de les conserver. Oui, même aujourd'hui, les champignons sont des pleurotes qui sont cultivées. Ben ouais. On ne trouve plus de champignons Ouais. sauvages. C'est vrai. Bon, on n'y pense pas forcément comme ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus de sauvages. Il n'y a quasiment plus de sauvages. Il reste que le poisson qui est sauvage, en partie sauvage. Il reste le gibier, mais le gibier représente quasiment rien dans notre alimentation. Mais on a perdu le sauvage. Il n'y a plus de cueilleurs. Il n'y a plus de cueilleurs. Ou les quelques cueilleurs qu'il y a sont devenus des stars qui sont réservés par l'élite de la gastronomie, et puis point barre. Mais il n'y en a plus. Et comme nous ne savons plus cueillir, ça aussi, ça change massivement notre rapport au végétal. Comme on ne sait pas le produire et comme on ne sait pas le cueillir, il y a un truc qui change. Et je pense que pour répondre à ta question, en fait, Camille, je pense que le premier truc qui change, c'est de retrouver ou de réfléchir au commun, là où il y a un commun qui produit encore et qui ramasse et qui cueille. C'est-à-dire explique qui sont ça se fait encore? Où ça peut se faire encore? Qui sont les gens qui sont encore dans un rapport de production et de cueillette? Il y en a très très peu. En tout cas, nous, on a perdu ça. C'est un truc qu'on ne sait plus faire et qu'on ne fait plus. Alors, on retrouve un peu sur les marchés des gens qui produisent de manière très très autonome et très singulière, mais il n'y a pas de cueillette. Et tu crois qu'aujourd'hui, ça serait bénéfique pour la société de se remettre à cueillir des choses sauvages? Oui, moi je pense que ce serait très bénéfique. Déjà parce que apprendre à prendre soin d'un jardin alimentaire, c'est extrêmement important. Et je pense que c'est la même chose de prendre soin d'un jardin de simple. Pourquoi ça a été si important dans l'histoire, les jardins de simple? Parce que en fait, je prendrai soin de moi à partir du moment où je suis capable de prendre soin du vivant. C'est déjà la première chose. Et après, il y a l'autre truc qui est effectivement la cueillette. Si on savait un peu plus cueillir, oui, ce serait déjà pas mal, ouais. Et de savoir qu'il y a tellement de trucs qui ont du goût et tellement de trucs qu'on peut consommer, ouais. Qui donne aussi une espèce de génie au végétal. Le végétal est génial parce que le végétal, c'est pas exclusivement un poireau et deux carottes. Le végétal, c'est des milliers d'autres choses qui ont des goûts absolument délirants. Enfin, c'est la première fois qu'on goûte du lierre terrestre, on s'en souvient et on se dit j'en veux encore. La première fois qu'on croque dans une baie de myrte, on se dit j'en veux encore. Et tout ce truc, c'est ça qui conditionne aussi notre apprentissage de la gastronomie et notre apprentissage de ce savoir-faire. C'est une très belle conclusion sur le savoir-faire et la gastronomie. Merci pour ce partage. Franchement, je n'ai pas arrêté de prendre des notes parce qu'il y a tellement d'inspiration dans ce que tu nous as dit. Je vais aller un peu vite, mais je suis à votre disposition. Si vous avez besoin de références ou de trucs, je vous les donnerai avec joie. Alors, si vous voulez vous former à la cueillette, pas mal. Ouais. Mais c'est où ça? En fait, je crois qu'il n'est pas très loin en région parisienne. Il a un site qui s'appelle Le Chemin de la Nature et ça existe aussi sur Instagram. Et ce monsieur est formidable parce qu'il aide à identifier les plantes à la fois dans la ville, enfin ce qui peut pousser sur nos trottoirs et puis en forêt. C'est hyper chouette. Enfin bon, voilà, ça m'a fait penser à ça. Non, mais c'est passionnant. Si on se réapprendre à cueillir, j'ai un truc qui est... C'est compliqué, même c'est vraiment très compliqué, mais je pense qu'il y a un truc là-dedans. Ouais. Super. Eh ben, merci beaucoup, Fabien. Merci à toutes et tous de vous être connectés. Si tout va bien, cette masterclass a été enregistrée, donc elle sera disponible en replay merci, sur YouTube. Voilà. Et à très bientôt pour d'autres aventures. Les prochains
Les prochains masterclass qui sont prévus, pas forcément dans cet ordre, mais nous accueillerons Mathilde Rollinger qui nous parlera d'épices. Ouais. Et dans une prochaine, on accueillera également Alexandre Drouard, qui est le cofondateur de Terroir d'Avenir, Ouais. pionnier d'amener un petit peu des produits paysans cultivés, mais Ouais. quand même en ville. Voilà, donc on vous donne rendez-vous pour le prochain dans un mois. Merci beaucoup, Fabien. infiniment. Merci tout le monde. Ciao Antonin, je ne sais pas où tu es, mais en tout cas, tout le meilleur. Il est parti. Ah non, il est là. Eh ben, merci infiniment, merci beaucoup Camille. Et puis, je suis à disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ça marche.